et si je suis autorisée effectivement à rentrer en France ou non avec l'enfant. Et la deuxième audience, qui se passe donc 1 heure après, sera sur la pension alimentaire. En Europe, la moitié des 350 000 mariages binationaux se terminent en divorce. La France et l'Allemagne sont les États membres qui comptent la plus grande proportion de divorces binationaux. Est-ce qu'il est possible que le juge dise ok, Édouard, Madame Lenz a la garde d'Édouard, mais pour le bien-être de l'enfant, nous décidons qu'elle reste dans la région de Munich? Non. Non, c'est impossible. Le seul problème, c'est que c'est une relation franco-allemande qui est un peu plus difficile. Plus ça va dans cette histoire de divorce, et plus je m'aperçois qu'on n'a absolument rien en commun entre l'Allemagne et la France. Il y a des lois différentes, une mentalité différente. Des divorces rendus encore plus difficiles par le Jugendamt, l'équivalent de la DAS en France. Cette autorité enquête et influence la décision du juge sur la garde de l'enfant. Bien souvent, son avis favorise le parent allemand. Du côté des autorités françaises, Sandra se sent assez peu soutenue. Elles ont d'ailleurs refusé de répondre à nos questions. Je suis vraiment très déçue par le comportement de certaines autorités françaises. Au nom de cette sacro-sainte union franco-allemande. Justement, je pense que défendre, faire respecter les libertés de chacun, c'est aussi ça qui fait une union plus forte. Jusqu'à présent, dans les divorces binationaux, il y avait un flou juridique. C'était la course à celui qui allait enclencher le premier la procédure dans le pays dont la juridiction lui semblait la plus favorable. Désormais, 14 pays de l'Union européenne ont choisi de faciliter ces divorces. Restent les associations pour les parents en détresse. À Paris, SOS Papa apporte une aide juridique et psychologique aux pères en instance de divorce. Non, gardez courage. Il y a des outils techniques, il y a des outils juridiques à utiliser. Nous sommes là pour vous aider, monsieur. Face au parcours du combattant que représente un divorce binational, l'Union européenne va faciliter les procédures. Dès juin 2012, un couple binational qui souhaitera divorcer pourra choisir la loi qui s'applique. Une nouveauté qui devrait simplifier les démarches de ses parents en instance de divorce. Il y a 170 000 couples binationaux qui divorcent dans la seule Europe actuellement. Il est évident que c'est un progrès significatif dans le droit, je dirais un petit peu des couples à disposer d'eux-mêmes et à avoir un outil pour disposer d'eux-mêmes, mais les enfants sont laissés pour compte. Des enfants pris en otage et pour qui cet accord européen n'a rien réglé. Si Joëlle Garriaud-Mellam, sénatrice représentant les Français de l'étranger, reconnaît le progrès que représente cette mesure, elle regrette l'absence d'accord sur le droit de garde des enfants. Et ce qui manque surtout, c'est le règlement des dispositions en matière de droit de garde des enfants. Là, nous avons des problèmes considérables en matière de garde, en matière de structure, de l'aide apportée aux enfants. Et nous nous rendons compte que malheureusement, certains États privilégient davantage leurs ressortissants que peut-être l'intérêt supérieur du droit de l'enfant. Car le bien-être de l'enfant est souvent le grand oublié dans les divorces binationaux. Des enfants qui sont parfois, malgré eux, privés d'une partie de leur identité. Voilà un reportage de Flora Sauvage. Alors l'Europe se préoccupe désormais de ce problème des divorces entre les couples binationaux. On en parle avec vous, Françoise Castex, eurodéputée socialiste et rapporteure au Parlement européen sur cette question. Vous qui avez travaillé sur ce problème, un divorce c'est déjà pas facile. Quand en plus il y a des soucis de frontières, ça devient carrément un casse-tête. Vous qui vous êtes penché sur cette question, est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne est en mesure d'apporter une réponse à ces couples? Alors, l'Union européenne apporte une partie de réponse. Je crois qu'il est extrêmement symbolique que la première coopération renforcée, c'est-à-dire une coopération quelques États membres qui décident à 14 là en l'occurrence et non pas à 27 de collaborer pour quelque chose. Il est symbolique que ça touche les divorces binationaux puisque ça concerne quand même 140 000 divorces dans l'Union européenne. Mais vous dites coopération renforcée, expliquons juste ce que c'est. Ça veut dire que ce n'est pas
tous les pays qui sont non, concernés par tous les ça. pays qui sont concernés par le règlement qui a été voté en décembre. Ce sont 14 pays. 14 États membres qui ont décidé d'aller un peu plus vite que les autres. Alors comment justement en permettant quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis en commun? Ils n'ont pas harmonisé les règles du divorce dans chacun de leurs États membres. Dans le reportage, on voit que la dame découvre qu'il y a des très très grandes différences entre la loi allemande et la loi française. La coopération renforcée va maintenir toutes ces différences. Simplement, ce qu'elle change, c'est qu'elle arrive à trancher quel va être le choix de la loi applicable. La seule chose que règle cette coopération renforcée, c'est d'éviter qu'il y ait des conflits de loi. C'est-à-dire, très concrètement, un couple qui souhaite divorcer et l'un des deux, parce qu'il connaît les différences juridiques, va très vite déposer la demande de divorce dans l'État membre qui lui est le plus favorable. Qui défendra le plus favorablement ses intérêts, ça veut dire que ça va se faire d'un autre côté au détriment de l'autre conjoint. Donc souvent, celui qui dépose le premier est en position de force et on s'est aperçu que cette course au tribunal se faisait toujours aux dépens du plus faible. Alors désormais, le plus faible sera mieux protégé avec ce que vous proposez? Le plus faible sera mieux protégé dans la mesure où la procédure, pour savoir quelle loi va s'appliquer, ce règlement définit un ordre de priorité. La première priorité, c'est le choix de façon conjointe des époux pour la loi applicable qui est soit celle du pays où ils résident, soit celle de l'une de leurs nationalités. Mais quand est-ce qu'ils le font ça concrètement? Au moment où ils déposent la demande de divorce. C'est là où ils disent, moi je souhaite, nous souhaitons que ce soit ce droit-là qui s'applique? Voilà, ils déposent dans l'État qui va prononcer le divorce. Mais ce règlement n'oblige pas un État à reconnaître quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Par exemple, Malte, et qui participe à cette coopération renforcée, ce qui est un peu paradoxal, puisque Malte ne reconnaît pas le divorce. Alors justement, moi je suis française, j'ai épousé un grec, et nous décidons de nous installer à Malte. Qu'est-ce qui se passe pour Malte, vous ne pourrez pas divorcer à Malte. Donc on est obligé de partir si on veut pouvoir divorcer. Voilà, c'est-à-dire que la coopération renforcée s'appliquera pour vous, pour choisir l'une des juridictions qui vous concerne. Mais on ne pourra pas obliger Malte à prononcer un divorce. Ça reste la législation nationale. Alors, comme on parle de cette question, il y a aussi un autre problème qui se pose, qui est posé par l'un des interlocuteurs de notre reportage. Écoutez, elle s'adresse à vous, vous allez lui répondre après. Comme vous le savez, l'Europe fonctionne à vitesse réduite sur le droit des enfants à leurs deux parents de manière égale, après séparation du couple parental. Certains pays ont une résidence alternée, d'autres fonctionnent encore avec des droits de visite et d'hébergement. Ma question sera, à quand la mise en œuvre d'une véritable résidence en alternance européenne permettant aux enfants de voir leur papa et leur maman de manière équitable? Alors, est-ce qu'on peut envisager ça? Ce sera sans doute dans une prochaine étape, puisque ce règlement sur la coopération renforcée ne couvre pas la responsabilité parentale. Elle ne couvre pas la responsabilité parentale, elle ne couvre pas les conflits sur les pensions alimentaires. Voilà. Alors c'est paradoxal, parce que c'est quand même une question très importante qui devrait logiquement faire partie de ce... Mais c'est un premier pas. Et d'ailleurs, nous avons voté en même temps que ce règlement, une clause de rendez-vous dans 5 ans pour évaluer la portée, l'application de cette coopération renforcée et éventuellement aller plus loin. Aller plus loin, par exemple, en l'élargissant aux couples issus d'une union civile ou aux couples homosexuels, parce qu'actuellement, ils ne font pas partie ils ne sont pas concernés par cette... Ils ne sont pas concernés, c'est-à-dire non seulement ils ne sont pas concernés, un État membre ne peut pas
prononcer un divorce pour un mariage homosexuel si lui-même ne le reconnaît pas dans sa loi. L'obstacle, c'est encore les législations nationales qui sont totalement différentes d'un pays à l'autre. De même que ce règlement s'applique à la séparation de corps, mais par contre ne peut pas dissoudre un PACS. Vous voyez, il y a donc encore extrêmement de restrictions et de limitations à cette coopération. Et de même qu'en matière de pension alimentaire, ou de responsabilité civile, de partage patrimonial, de responsabilité parentale, c'est hors du champ d'application de ce règlement. On comprend bien, vous dites qu'il y a déjà un premier pas, vous avez participé à la mise en place de cette coopération renforcée dans le domaine du divorce. On voudrait savoir concrètement, est-ce qu'un couple qui souhaite s'appuyer sur l'Europe, à partir de quel horizon il peut compter sur une législation existante? Quand est-ce qu'il va s'appliquer? À partir du moment où maintenant elle est votée, cette législation s'applique. Il faut qu'elle paraisse au journal officiel. Je ne sais pas si elle... Mais parfois ça peut être long, le temps entre... Oui, mais là, il n'y aura pas de transposition. C'est un règlement. Il s'applique directement. Donc, il s'applique directement. Il n'y a pas de procédure de transposition dans les États membres. Ce n'est pas une directive. Donc, à partir du moment où c'est publié au journal officiel, je n'ai pas vérifié si ça l'était déjà, ça s'applique. C'est applicable. Eh bien, on a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette question importante. Et les citoyens européens, Françoise Castex, se demandent souvent quels sont leurs droits. On essaye de leur répondre dans cette émission. Chaque semaine, l'Europe est au bout du fil. Question aujourd'hui de Benjamin. Mon vol de Paris vers la Martinique a été annulé au dernier moment. Quels sont mes droits? Écoutez la réponse. Bonjour Benjamin. En cas d'annulation de vol, la législation européenne vous protège. En fait, la compagnie aérienne doit vous proposer soit le remboursement de votre ticket, soit le réacheminement vers votre destination finale. C'est à vous de choisir. En outre, la compagnie aérienne doit vous donner la possibilité de vous héberger, si nécessaire, ainsi que la possibilité de vous restaurer. En plus de tout cela, vous aurez le droit d'une indemnisation, sauf en cas de circonstances extraordinaires, comme par exemple une grève imprévue. Voilà, et vous pouvez vous aussi poser votre question. Europe Direct, notre partenaire, vous répond. Numéro facile à retenir, 0806 7 8 9 10 11. Voilà pour cette émission présentée depuis Strasbourg avec Nora Hamadi. On se retrouve la semaine prochaine, très bonne suite de programme, sur les chaînes parlementaires.